Un gouvernement responsable a annulé le bac, mais un gouvernement responsable aurait dû également prendre des mesures nécessaires et dans des situations controversées comme celle-là. Le FROCAD, qui est aujourd'hui la plateforme politique la plus importante de l'opposition, avait dit niet au président de la République. Est-ce que vous pensez qu'elle avait raison? Aujourd'hui aussi, le FROCAD semble reculer devant cet appel au dialogue lancé par le président. Est-ce que vous pensez que cette attitude est raisonnable? Alors, cette opposition a longtemps attendu un dialogue et finalement, à la place du dialogue, c'était des consultations qui leur étaient proposées. Donc, d'où un petit peu, on va dire, leur frustration. Personnellement, je suis partagée. Pourquoi? Parce que c'est vrai que la République a des us et coutumes, la République a des règles, et quand un chef d'État convie des leaders de partis politiques à participer à une discussion, la coutume veut également que ces leaders se rendent à cette discussion pour essayer de régler des problèmes de la nation. On va faire un petit retour en arrière. Si vous aviez été invité par le président de la République, seriez-vous allé? Oui, je serais allé. Pourquoi? Je serais allé lui dire que aujourd'hui, il y a des Congolais de plus en plus qui n'arrivent pas à assouvir le premier palier de la pyramide de Maslow, à savoir manger, boire, se vêtir, travailler dans des conditions acceptables, percevoir un salaire. Donc oui, ça ce sont des préoccupations que j'aurais eu envie de partager avec lui. Alors aujourd'hui, il y a peut-être encore une occasion de partager des choses avec lui. Il a convoqué le 30 juin dernier un dialogue. J'ai envie de dire que c'est presque une évidence. On s'y attendait. Après les consultations, un dialogue, et après on a la suite pour les plus avertis. Le dialogue doit se faire en permanence et au quotidien. C'est ce l'on appelle la démocratie. Un dialogue à la veille de fin de mandature est tout simplement suspicieux et malvenu. Cette polémique autour de la Constitution, pour vous, ce serait quoi? Wow. Moi, je ne trempe pas dans la polémique, Sir Makosso, donc j'aurais du mal à vous répondre. Mais enfin? Non, mais plus sérieusement, cette polémique s'articule autour de 4 articles essentiellement. 4 articles des 191 articles que contient la Constitution congolaise. Il s'agit des articles 57, 58, 114 et 185. Donc, aujourd'hui, l'opposition congolaise souhaite que le statu quo soit préservé, alors que la majorité présidentielle représentée par le PCT pense que certains de ces articles doivent être modifiés. Alors, 2 articles contenus dans le titre 5 relatif au pouvoir exécutif, il s'agit des articles 57 et 58, qui posent problème aujourd'hui. Ensuite, nous avons un article qui est pour moi un article phare, un article clé, celui qui permet aujourd'hui à la majorité présidentielle de légitimer leurs arguments. C'est devenu leur cheval de bataille. C'est celui-là qui permet d'affirmer qu'aujourd'hui, telle qu'elle est, la Constitution congolaise n'est plus acceptable. Pourquoi? Parce qu'elle pourrait induire une crise institutionnelle entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Il s'agit bien entendu de cet article 114. À votre avis, un président qui ne serait pas du PCT, avec cet article 114 ou cette cohabitation, est-il réellement un danger pour la République, le cas échéant? Non, je ne pense pas que l'article 114 soit un danger en tant que tel pour la République. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, depuis 2002, je ne pense pas que la République se soit portée mal. Donc pour moi, l'article 114 ne pose aucun problème. Alors il y a aussi, il faut le dire, dans ce débat, quelque chose qui tétanise certains, c'est ce qu'on appelle les fameux verrous. En fait, il y a 3 articles qui sont de verrous de cette Constitution, donc l'article 57, 58 et 185. Ce dernier serait le plus coriace. Pensez-vous qu'il y ait moyen de faire sauter en fait cet article 125? J'ai envie de dire avec un bon serrurier ou peut-être une dynamite. Très souvent, on soupçonne toujours les indépendants d'être peut-être derrière un grand parti. Vous assumez d'avoir été candidate pour vous-même et pour le peuple d'Incaï. Pourquoi déjà participer à cette élection? Écoutez, ça. Alors déjà, indépendante parce que je ne voyais pas vers qui me rallier. Ça, c'était important de garder, on va dire, cette indépendance et surtout cette liberté. Alors, pourquoi j'ai été candidate? Je répondrai par cette boutade. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais sur la table, afin qu'elle éclaire tout le monde. Pourquoi Kaï? Vous me permettez la question, parce que vous auriez pu vous présenter à Oyo, à Tikapika ou à Boukli-Boali, mais vous avez choisi Kaï. Pourquoi? Alors, je vais vous répondre par cette pensée d'Ernest Renan que j'aime particulièrement, qui dit
Ce qui constitue une nation, ce n'est pas de parler la même langue ou d'appartenir à un groupe ethnographique commun, c'est d'avoir fait ensemble de grandes choses dans le passé et de vouloir en faire encore dans l'avenir. Cette pensée explique mon choix. Nous comprenons bien cette ode en Kayi, mais on peut se poser des questions légitimement parce que vous êtes présidente d'une association. Comment conciliez-vous une association humanitaire avec une ambition politique? Il n'y a rien de plus noble que de servir, surtout quand on le fait avec dévouement et dévotion. Alors, il faut dire que cet engagement est un échec pour vous. Essayons de rêver avec vous. Si vous avez été élu, qu'auriez-vous fait de mieux que ce qui se fait actuellement ou ce qui s'est déjà fait pour cette ville? Si nous avions été élus, nous prévoyons une politique culturelle ambitieuse, c'est-à-dire une politique qui aurait eu pour un seul mot d'ordre un accès à la culture pour tous. Avec une mise en place de structures appropriées destinées à l'animation culturelle pour les jeunes. On constate que les jeunes sont de plus en plus désœuvrés et ce désœuvrement ne peut laisser un homme politique digne de ce nom indifférent. Le Okadi Miripindi, on voit très bien dans ce que vous faites et dans le projet politique qui est le vôtre. Aujourd'hui, vous êtes porté par une association humanitaire. Alors permettez qu'on se pose deux questions. La première, est-ce que cette association n'a pas été créée dans le but de bénéficier soit des fonds publics, parce qu'en ce moment, l'environnement politique, on voulait faire en sorte que chacun peut créer une association pour tirer quelque chose. Et la deuxième question, comment arrivez-vous en fait à gérer, si vous me le permettez, ce côté humanitaire qui est nécessaire avec des actions concrètes, le projet politique peut-être futur que vous envisagez pour cette ville?